La femme bête a observé ma conversation avec un traître avant de me mordre publiquement. C'est le monde de science-fiction dans lequel nous vivons. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous êtes et pourquoi vous devriez vous abonner à notre histoire. La chaleur dans la clairière était insupportable, faisant coller la transpiration à la peau. Cependant, Hank ne se souciait plus de la chaleur depuis longtemps, il était fixé sur le marchand devant lui, un petit homme aux cheveux gras nommé Merrick, qui se vantait d'avoir des amortisseurs de fusion en trop pour la moitié du prix habituel. Hank n'était pas assez stupide pour le croire. La pièce semblait trop belle pour être vraie dans cette galaxie, mais il en avait besoin rapidement. Son skimmer était tombé en panne il y a 2 jours, alors il devait mordre la balle ou marcher dans les dunes jusqu'à la station Fripo. Au milieu des tentes usées et des étals de fortune, il marchandait parce que c'est la norme. Tout était raccommodé et ré-raccommodé, et le soleil l'avait décoloré. Son gilet en cuir grinçait alors qu'il ajustait ses gants sans doigts, tapotant contre la tablette de données tout en calculant mentalement. L'écharpe autour de son cou était plus poussière que tissu, mais c'était toujours mieux que rien. Cependant, cela a fait son travail, principalement en masquant les rides d'inquiétude sur son visage. Après 3 heures, il demanda avec les yeux plissés, « Est-ce que je vais récupérer mes crédits ou juste la satisfaction de savoir que tu as arnaqué un autre extraterrestre ?» Merrick leva les mains en une innocence feinte, sourit et dit, « Je suis un homme d'affaires, Hank, pas un magicien. Je te donne des pièces, ce que tu en fais est ton problème. » Cela a été récupéré indemne d'une épave de la coalition la semaine dernière. Le mensonge était entre eux comme un lézard mort, évident et en décomposition, mais Hank attendait quand même. Il n'avait pas beaucoup d'options, sauf s'il. Hank redressa instinctivement sa posture, ses yeux se dirigeant vers les rangées de tentes derrière Merrick. Les foules étaient clairsemées aujourd'hui, mais il remarqua Harriet, son pelage noir de jet ressemblant à des nuages d'orage après minuit, ses yeux rouges brillants sous sa capuche, et sa silhouette massive et immobile observant comme si elle était un prédateur. La gorge de Hank se dessécha, mais il jeta un coup d'œil à Merrick, essayant de maintenir la négociation. « Je te donnerai 350, pas un centime de plus, dit-il. Merrick cligna des yeux et puis Harriet se déplaça plus vite que Hank ne pouvait le comprendre. En un instant, elle était à 20 pieds de là, et Merrick fut écarté dans un flou de fourrure et de griffes, envoyant des débris et des caisses volées dans toutes les directions. Hank trébucha en arrière, saisissant son couteau de ceinture par réflexe, mais il était trop tard. Avant qu'il ne puisse crier, ses mains griffues saisirent son gilet et le tirèrent. Avec assez de force pour faire sauter un de ses boutons, elle le mordit. Ses dents acérées s'enfoncèrent dans la courbe de son épaule, juste au-dessus de la clavicule, à travers le cuir et dans la peau. Ce n'était pas une simple morsure, cela laissait une marque, non seulement dans le sang mais aussi dans l'intention. La douleur était instantanée et aveuglante. Hank cria, mais sa voix était étouffée par l'incrédulité et la fureur. Ils étaient entourés par les ténèbres. Les gens ont cessé de parler, le marché est tombé dans le silence, et il semblait que le monde entier attendait que quelque chose se produise. Harriet retira prudemment son menton et ses lèvres, qui étaient tachées de son sang. Elle sourit, mais c'était un sourire féroce et territorial. Elle grogna ensuite quelque chose de bas et guttural dans un dialecte de femme bête que Hank ne comprenait pas, avant de dire finalement, « À moi. » Quelqu'un a laissé tomber une caisse, chuchota quelqu'un. 2 vieux traîtres se regardèrent et commencèrent à faire leur paquet. Le message était évident, une femme bête avait revendiqué un humain. Personne ne pouvait le toucher, le traiter ou l'écouter à moins qu'elle ne donne son accord. Hank recula, se tenant l'épaule dans sa confusion. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» bat-il répliqué, la voix rauque. « Tu ne peux pas juste, dit-elle, mais elle continua à s'éloigner, son attitude sereine et posée comme toujours. Hank se tenait là, le sang dégoulinant dans son écharpe, son épaule pulsant, et son cerveau s'efforçant de rattraper le retard. Merrick, à son crédit, s'était caché derrière son étal et regardait par-dessus le comptoir comme un homme attendant qu'une grenade explose. « Ça va là, mon pote ?» Hank ne répondit pas, incertain si le bien était le bon mot. Ça avait ruiné sa journée, sa semaine, et probablement toute sa foutue vie. La foule s'écarta pour elle, certains reculaient avec admiration et d'autres avec peur. Elle ne se retourna pas une seule fois, disparaissant simplement entre les tentes comme une ombre engloutie par le crépuscule. La chaleur intense émanant de son souffle, l'intensité dans ses yeux, et la façon dont le marché avait soudainement changé, tout cela était ce à quoi il pouvait penser. Il était confus quant à ce qui s'était passé, mais il sentait que sa vie allait devenir celle de quelqu'un d'autre pour un avenir prévisible. Ce qui est pire, c'est que,
Enfoui sous la douleur et le choc, une petite partie traîtresse de lui n'était pas sûre de vouloir le retrouver. L'épaule de Hank le faisait souffrir à chaque pas alors qu'il naviguait maladroitement dans le labyrinthe de tentes, sa main pressant contre la tache de sang où Harriet l'avait mordu. Il avait filé droit hors de la clairière du marché, pleinement conscient que les escaliers le suivraient bien après qu'il soit parti. Sa tête tournait avec des questions, et aucune réponse n'avait de sens. Il avait fait des affaires sur les marchés d'os, échangé des crédits contre de la technologie fongique avec des amphibiens qui communiquaient par éclairs de couleur, et même passé une nuit inconfortable dans une tanière de chaleur avec une tribu de fouisseurs de chaleur qui communiquaient uniquement par bourdonnement. Mais c'était un tout autre niveau de jeu. Le médecin, un ancien chirurgien de terrain aux mains tremblantes et à l'approvisionnement inépuisable de tiges du marché noir, savait comment arrêter le saignement, et pour l'instant, c'était suffisant. Le vieil homme cliqua de la langue alors que Hank retirait le sang, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de permanent avait été fait, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement défait alors qu'il se baissait sous un auvent bas, le mince tissu au-dessus ne faisant guère pour bloquer la lumière. Il entra dans l'une des zones de repos ombragées à la lisière du camp. Hank grimaça mais resta silencieux jusqu'à ce que les bandages soient appliqués et qu'il puisse retrouver son souffle. « Une femme bête m'a mordu » murmura-t-il enfin, secouant la tête de honte, devant tout le monde. Il plissa les yeux sur la plaie et murmura « Qu'est-ce que tu as fait pour insulter la mère d'un tranchant ?» avant de l'appliquer avec quelque chose qui brûlait comme l'enfer. Le médecin fit une pause, encocha la tête, Midrap leva un sourcil gris et dit ensuite que j'étais à elle. Après une autre pause, le médecin termina de bander et recula, comme s'il ne voulait plus être impliqué dans ce désordre. Ta revendication maintenant, fils, tu ferais bien de t'y habituer. Hank ne savait pas ce que le mot signifiait, mais il n'aimait pas la façon dont il sonnait. Il recula dans l'air sec, espérant trouver quelqu'un qui savait. Heureusement, il connaissait justement le bon gars Aldo, un ancien xénolinguiste qui avait disparu des radars à la suite d'un scandale impliquant un mariage royal, une langue interdite, et 2 disgraciés. Hank le découvrit assis en tailleur sur un coussin usé, des lunettes de protection repoussées sur son crâne chauve, et sirotant quelque chose qui sentait légèrement les vieilles racines et le carburant de fusée. Harry m'a mordu, dit Hank en guise de salutation, mais il ne prit même pas la peine de s'asseoir. J'ai besoin de savoir ce que ça signifie maintenant. Après un long clignement des yeux, Aldo posa sa tasse et fit signe à Hank de s'asseoir. Tu as été mordu par elle? N'est-ce pas que mordre en public est un acte contraignant comme un contrat ou un vœu de mariage dans la culture des femmes bêtes, demanda Aldo, sa voix à peine audible, tandis que Hank hocha la tête. Ouais, et maintenant tout le maudit marché agit comme si on m'avait donné une couronne et une malédiction en même temps. Hank a complété les pièces du puzzle, le cœur battant. Owo hocha la tête, exactement. La plupart des femmes bêtes ne voient pas les humains comme des partenaires appropriés, mais Harriet est différente. Aldo sirota son thé, son expression réfléchissant. Les femmes bêtes n'agissent pas sur un coup de tête. Pas comme ça. Leurs instincts sont aiguisés. Si elle t'a choisi, c'est peut-être parce qu'elle a vu en toi quelque chose qui valait la peine de se battre. Alternativement, elle aurait pu s'interrompre, mais Hank n'aimait pas son hésitation. Peut-être que ce que... Aldo laissa échapper un soupir et suggéra que peut-être elle essaie d'échapper à quelque chose en te marquant comme une forme de protection. Hank se leva et secoua la tête, ses mots résonnant avec la frustration de Aldo. Eh bien, il semble qu'elle ait choisi le mauvais gars. Je ne veux pas en faire partie. Je suis un coureur de tècre, pas un gladiateur lié. Tout ce que je veux, c'est réparer mon putain de skimmer et partir d'ici. Aldo ne discuta pas, se contentant de fixer Hank avec cette même expression indéchiffrable, comme s'il sentait que ce ne serait pas facile de s'en aller. Hank avait raison. Dès que Hank sortit de la tente, il fut confronté à 3 silhouettes mystérieuses enveloppées de crépuscule. Ces hommes n'étaient ni des locaux ni des commerçants, ils semblaient être des chasseurs de primes entraînés. L'un d'eux bloqua son chemin, parlant d'une voix basse et calme. « Tu es celui qui a mordu Way, le compagnon de Harriet. » Hank choisit de ne pas répondre. L'homme s'avança, et elle prit quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ils étaient là pour le récupérer, et le cœur de Hank fit un bond. Il envisagea de mentir et de faire semblant de ne pas l'avoir vu, mais il connaissait déjà son identité. Les 2 autres tordaient les mains en s'approchant. « Je ne sais pas où elle est, dit-il prudemment, je n'ai rien demandé de tout ça, je ne suis pas impliqué. » Le chef sourit en coin et dit, « Tu le es maintenant. » Il n'avait aucune idée de ce qu'Harriet avait fait ou de ce que ces gens voulaient, mais il était clairement une cible quand il a été réclamé. Puis, sans crier gare, Hank a été saisi par derrière,
et tout est devenu un véritable chaos. Il fut projeté au sol, son souffle expulsé alors que des mains rugueuses lui tordaient le bras derrière le dos. Le froid du métal contre sa tempe lui fit frissonner, et il savait que les chasseurs de primes ne plaisantaient pas. Ses instincts lui disaient de se défendre, mais il avait appris que repousser des muscles entraînés sans armes et avec une épaule cassée était sa meilleure chance. Il refusait d'être traîné dans la poussière comme un paquet de rations à moitié cuit. Les dents serrées, il frappa violemment le tibia de l'homme avec son talon, le libérant brièvement de son emprise. Dans ce bref instant, il réussit à rouler, à saisir le bord de la tente de l'étal à côté de lui, et à la tirer vers le bas dans une avalanche poussiéreuse de tissus déchirés et de fournitures qui s'entrechoquaient. Cela lui a donné de l'espace, mais pas du temps. Il se précipita à travers le labyrinthe de tentes aussi vite qu'il le pouvait, se baissant sous leur ombre. Le soleil brillait, et l'air était sec. Il y avait une forte odeur d'ozone, d'épices cuites et de pièces métalliques dans l'air. Quelqu'un criait derrière lui, et Hank ne se retourna pas. Il courut aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à ce que ses poumons lui fassent mal et que les cris cessent. Il se glissa dans un dépôt de fournitures abandonné à la périphérie du marché, où c'était paisible et idéal pour se cacher ou se retrouver coincé. Il s'effondra derrière une caisse de stockage rouillée, haletant lourdement, son sang encore visible. Sa vie avait pris un tournant soudain, avec une morsure menant à des chasseurs de primes tentant de l'enlever comme s'il était une monnaie d'échange. Il n'avait aucune idée de ce qu'Harriet avait fait, mais cela avait attiré des hommes dangereux qui étaient intéressés par tout ce qui la concernait. La morsure avait été plus qu'une simple revendication, elle était devenue un symbole de son identité, attirant l'attention sur lui malgré son désir de ne pas être associé à elle. Il souhaitait pouvoir réparer son skimmer, échanger contre un navire propre, et retourner à ses racines de récupérateur, libre de tout drame. La voix basse et contrôlée de Harriet ressemblait à, doucement, alors que ses yeux rouges se fixaient sur ceux de Hank. « Tu saignes encore. » Hank ne perdit pas de temps à se lever et frappa avec force avec la clé à molette qu'il avait trouvée par terre. Hank retira brusquement sa main, la voix aiguisée. « Tu crois qu'elle s'accroupit à côté de lui, pas même essoufflée, la fourrure noire à peine perturbée par sa course ici. Il me cherche, dit-elle. Tu es en danger à cause de ça. » Hank ricana. Tu ne dis pas. Je pensais que j'étais attaqué parce que j'avais trop payé pour du pain de racine. Elle ne rit pas. Elle le fixa simplement, l'expression indéchiffrable. Ses griffes se contractèrent lentement puis se figèrent. Je ne voulais pas t'impliquer, je pensais que ça te protégerait en me mordant. Il répliqua. C'est ta définition de la protection? Elle ne broncha pas, se contenta de soutenir son regard. Oui, parmi les miens, une fois une revendication faite. Eh bien, ça n'a pas marché, murmura Hank, ça m'a mis une cible dans le dos. Harriet resta silencieuse un moment avant de hocher la tête, j'ai mal calculé. Hank faillit se calmer, mais il se souvint alors de la matraque paralysante, des cris et de la douleur. Tu aurais pu dire quelque chose, me prévenir, ou faire quoi que ce soit d'autre. Ses yeux rouges scintillèrent, et je ne demande généralement pas. Ce n'était pas le réconfort qu'elle semblait penser que c'était. Hank se tenait en grimaçant près du poteau d'An. Hank hésita. Une partie de lui voulait fuir et ne jamais se retourner, mais une autre partie comprenait qu'elle avait raison. Il la dépassa, mais elle resta immobile. Sa voix était passée de la supplication à la certitude, et elle était maintenant silencieuse. S'ils te prennent, ils t'utiliseront pour me faire capituler ou saigner. Alors nous avons besoin d'un plan, dit Harriet à contre-cœur. Je connais un endroit sûr pour l'instant. Elle le guida à travers les chemins arrière du dépôt, passant devant des réservoirs de stockage et des câbles enterrés, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une cabane de maintenance à moitié effondrée, dissimulée derrière un fragment de coque brûlée par le sable. À l'intérieur, l'espace était exigu mais défendable. Elle ferma la porte derrière eux et commença à aiguiser l'une de ses lames, évitant le regard de Hank. « Qu'est-ce que tu as volé ?» demanda Hank, perché sur le bord d'une caisse, les yeux fixés sur elle. « Pourquoi te poursuivent-ils » demanda-t-il. « Je n'ai rien volé, je me suis échappé, et Harriet n'a pas cessé d'utiliser son épée. » Hank la fixa, ses mots se posant comme de la poussière dans la pièce. Elle hocha la tête une fois, mais le silence qui suivit était chargé de compréhension, de peur et de mille choses laissées non dites. Qui regardait-elle, ses yeux brillant faiblement dans la lumière tamisée. Hank finit par expirer lentement, demandant, « Et maintenant ?» « Maintenant nous courons, Hank, dit Harriet, son épée dégainée. Elle se leva alors et lui lança un regard qui n'était ni glacial ni féroce,
mais plutôt hésitant. Il détestait être entraîné dans des choses, mais alors qu'elle déverrouillait la porte de la cabane et que le vent du soir hurlait à travers les abords du marché, il réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le vent du désert hurlait comme un être vivant alors qu'il filait à travers les salines fissurées sur le planeur volé, son moteur usé toussant à chaque bosse sur la route. Hank agrippait la rambarde latérale, la mâchoire serrée, et le bandage sur son épaule, taché de noir à cause de multiples déchirures, se serrait. Harriet, conduisant avec une concentration prédatrice, son pelage. Sentant les tremblements du vent, Hank gardait son regard fixé sur l'horizon lointain, où les dunes se dressaient comme des dents acérées. Elle était restée silencieuse depuis leur départ du poste avancé il y a des heures, et il avait laissé le silence s'installer. Cependant, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur cramoisie à travers le ciel, il restait à découvert. « Nous avons besoin d'un abri, proclama-t-il, sa voix suffisamment audible pour percer le vent. Elle refusa de se retourner, insistant plutôt, encore 10 clics. Il y a un ancien centre de transport intégré dans le mur de roche devant. Longtemps abandonné, sans patrouille. Ça tiendra pour la nuit. Hank jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il détestait devoir courir, ne sachant pas dans quoi il était impliqué, et comment Harriet avait tout verrouillé dès qu'ils avaient quitté le camp. Elle parlait d'une manière plate et efficace, comme si son silence était une armure et que les explications étaient des faiblesses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il n'y avait aucun signe de poursuite pour l'instant, mais il ne faisait toujours pas confiance à la chance. J'ai désactivé le transpondeur, effacé les balises de repérage et désactivé les étiquettes. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas suivre cette chose. En hochant la tête vers lui, elle dit « Je me suis échappé de l'homme qui m'a créé ». Ce genre de phrase n'appartient pas à une personne ordinaire, elle appartient à quelqu'un construit pour la guerre. Alors qu'ils approchaient du bord de la falaise, Harriet abaissa le planeur dans une cavité cachée, où de vieilles portes en alliage et des colonnes de métal calciné émergeaient de la paroi du canyon comme des os oubliés. Le hub avait depuis longtemps été fouillé par des charognards, et sa soute avait été fendue par les tectoniques et le temps. Hank la suivait derrière dans ses bottes. Le bruit des plaques de métal écrasées l'accompagnait alors qu'elle se déplaçait avec un air d'authenticité, chaque pas délibéré et silencieux. Cet endroit n'est sur aucune carte depuis 20 ans, murmura-t-elle en le guidant dans une salle de contrôle sombre couverte de poussière, expliquant que personne ne penserait à chercher ici. Elle s'assit en face de lui, ses longues jambes repliées sous elle comme une bête en attente. Elle l'observa longuement comme si elle calculait le coup de dire la vérité. Puis, elle commença doucement, « J'ai fait partie du projet Rivenfang, une initiative de reproduction contrôlée de guerriers sous la bannière du syndicat Orient. » Il serra les dents en déballant son épaule pour soigner la blessure. Harriet lui lança un rouleau de tissu frais d'un cabinet sans demander. Il l'attrapa, murmura, « Merci » puis la regarda. « Tu veux commencer à expliquer dans quoi je suis impliqué maintenant ?» Hank laissa les mots s'installer. Pendant un moment, tout ce qu'il pouvait entendre était le faible bourdonnement des vieilles machines qui s'accrochaient encore à un reste de pouvoir. « Tu t'es échappé, dit-il. Et ils veulent te ramener pour garder le programme secret. Pire, ils veulent que je prenne la tête. Les femmes bêtes comme moi étaient en réalité cultivées, panées, améliorées pour la force, la loyauté et l'agressivité. Nos manipulateurs nous ont élevés dans l'isolement et nous ont entraînés à obéir, mais nos véritables personnalités étaient tracées comme des plans. » Hank se laissa tomber lentement en demandant « Pourquoi m'as-tu mordu ?» Je répondis « Parce que les chasseurs hésiteraient s'ils pensaient que j'avais un compagnon lié. Les vieux instincts en font reculer certains. Pas tous, mais assez. » Hank baissa ensuite les yeux vers sa main et dit « Le syndicat pense que je suis la solution. » Une preuve de concept ambulante. Ses yeux étaient aussi durs que l'acier, et elle semblait déterminée à prouver leur point. « Je ne suis pas en colère que tu m'aies mordu, dit-il enfin, je suis en colère que tu ne m'aies pas demandé. Je t'aurais aidé. » Il tremblait plutôt quand il a riposté, non pas par peur mais à cause de ce sentiment intense et tendu d'être utilisé. Maintenant, cependant, alors qu'il la regardait à travers le terminal brisé, il ne voyait pas une manipulatrice et il voyait une arme essayant de ne pas l'être. « Pourquoi n'es-tu pas juste une créature sauvage avec des griffes ? Tu parles, tu penses, tu saignes, et tu m'as sauvé quand tu n'avais pas à le faire. » Je suis resté silencieux pendant longtemps, et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, elle a détourné le regard. Ce n'était pas calculé, c'était plus comme si elle avait honte. Personne ne m'avait jamais dit ça avant, alors elle a chuchoté, pas elle a voulu. Ils sont restés silencieux pour le reste de la soirée, mais cette fois ce n'était pas froid.
Il y avait une sorte de trêve, tacite mais palpable dans l'air, alors qu'elle montait la garde à la porte brisée, et Hank récupérait ce qu'il pouvait dans une caisse de fourniture cassée, bricolant une alarme de fortune. Alors qu'il était allongé sur le sol près du mur, regardant le plafond brisé, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'apparence de Harriet lorsqu'elle avait avoué avoir tué son manipulateur, ni fier, ni désolé, juste libre. Il ne pouvait s'empêcher de se demander à quoi ressemblait quelqu'un comme elle quand elle ne fuyait pas, et si elle avait déjà cessé de se voir comme une arme de survie. Les étoiles sont apparues lentement au-dessus du canyon, froides et nettes. Au lieu de planifier son évasion, il se laissa envahir par des pensées sur l'apparence de Harriet. L'eau s'infiltrant à travers les trous des panneaux du plafond réchauffait le visage de Hank, le faisant soupirer avant qu'il n'ouvre les yeux. Il se redressa lentement, ses muscles douloureux et son épaule raide, mais au moins ça ne saignait plus. Le bandage, qui était improvisé, était resté en place toute la nuit, bien que la peau en dessous pulsait en protestation. Pendant ce temps, Harriet était accroupie près de la trappe d'entrée, une main sur une lame courbée, ses oreilles frémissant légèrement et ses yeux scrutant l'immense bouche du canyon comme si elle était éveillée depuis des heures. Elle ressemblait plus à un animal qu'à autre chose. « J'ai fait un rêve où nous avons été attaqués à nouveau, mais cette fois il ne te voulait pas. Il me voulait, ont-ils dit, et elle n'a pas ri ni rejeté l'idée. Maintenant, ils te veulent probablement, a-t-elle dit simplement. Le lien n'était pas pour le spectacle, tu as été marqué. S'ils pensent que je me suis imprimé sur toi volontairement, cela change leur tactique. Elle était alerte et présente, mais elle ne bougeait pas et ne jetait même pas un coup d'œil dans sa direction. La tension dans son ventre augmentait. Hank hésita en enfilant sa veste. « Attends, je pensais que c'était juste une question de territoire ou une tactique de peur, dit-elle, son regard fixé sur lui. Mais c'est bien ça, et c'est un marquage de la femme bête. C'est neurologique, appris dans nos cycles de conditionnement. Je ne t'ai pas seulement choisi, Hank, mon cerveau s'est adapté à toi. » Il expira lentement, essayant de garder sa voix stable. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Est-ce que je suis aussi entraîné dans une boucle biologique, demanda-t-elle, sa voix montant à un cauchemar éveillé. Je me suis réveillé un jour et je me suis retrouvé à grogner après des inconnus. Un sourire, le plus proche qu'elle ait eu depuis des jours, a brièvement traversé ses lèvres. Tu dois juste accepter que je sois très, très protectrice et peut-être possessive. Son humour s'est rapidement évanoui. Je comprends si tu veux partir, dit-elle, mais si tu le fais, tu dois y aller maintenant avant que le lien ne devienne plus profond. Une fois qu'il s'enracine complètement, je ne pourrai pas l'ignorer. Et je me battrai pour te garder même si tu me détestes pour ça. Son ton était calme et sa supplication dépourvue de drame. Juste une sorte de certitude sombre qui fit hésiter Hank. Il aurait dû partir, dire au revoir et trouver le port de navette le plus proche, la laisser se battre seule. Mais quelque chose dans sa voix, dans la retenue silencieuse qu'elle avait maintenue depuis le début, le fit rester. Si j'allais partir, dit-il, je l'aurais fait après que tu m'aies mordu ou après que les chasseurs de primes m'aient frappé la tête contre le sol, mais je suis toujours là, alors peut-être arrête de me traiter comme si j'étais déjà à moitié parti. Elle le regarda longtemps, cherchant la vérité qu'elle pensait. Il semblait se recroqueviller de peur, mais finit par hocher la tête et dit, nous devons bouger à nouveau. Cet endroit ne sera pas sur longtemps. Avec un dernier haussement d'épaule, ils rassemblèrent leurs maigres affaires et s'aventurèrent dans le canyon, juste au moment où Hank fronça les sourcils, c'est à toi. Non, c'est un signal de détresse. Il provient de sous l'étagère rocheuse près du gouffre. Si un noyau de données est enterré ici, il pourrait contenir des informations que nous pouvons utiliser, dit-elle, les sourcils froncés. Hank a dit que cela pourrait être un piège. Cette région était utilisée pour des tests technologiques non officiels. Il réfléchit à l'idée et soupira, laisse-moi deviner, tu veux aller voir. Avec le signal les guidant plus profondément dans la gorge, ils descendirent à travers des couches d'acier tordu et de roches en ruine, atteignant finalement les vestiges d'une installation ancienne qui avait été partiellement engloutie par la planète. Le phare les guida vers une chambre partiellement intacte, dissimulée sous un tas d'épaves. Des câbles pendaient comme des vignes, des consoles étaient à moitié fusionnées dans le sol, et le verre était fissuré et couvert de couches de. Ses mains se déplaçaient rapidement, rétractant ses griffes avec une précision qu'il n'avait pas remarquée. Elle se mouvait comme une technicienne entraînée, pas seulement comme une arme, ce qui lui fit réaliser qu'elle était plus que ce que son espèce avait été décrite. Tu as déjà fait ça, dit-il, tu as pénétré les systèmes de la coalition. Harriet s'agenouilla près de la source,
enlevant le boîtier pour exposer un nœud de recherche de la coalition qui clignotait encore faiblement en vert après tout ce temps. C'est crypté, mais c'est ancien. Je peux le déchiffrer. Hank s'appuya contre le mur et regarda alors qu'elle travaillait. Elle ne leva pas les yeux plus d'une fois. Il y avait d'autres journaux qui clignotaient sur l'écran brisé alors que le nœud se déverrouillait, ils nous cataloguaient, non seulement nos spécifications de performance, nos réponses émotionnelles, nos schémas neuronaux, et combien de temps il fallait pour faire son deuil, oublier la douleur, s'imprimer, et plus encore. Après ce qui sembla une éternité, Harriet le regarda enfin et dit, « Et moi qui pensais que tu n'étais qu'un muscle avec un tempérament. » Une vidéo granuleuse se jouait. Elle montrait une version plus âgée d'elle avec des yeux écarquillés, se tenant rigidement alors que des hommes en blouse blanche aboyaient des ordres. Hank la regardait tressaillir, obéir, et mordre un homme qui tentait de lui voler sa nourriture. La caméra capturait une réponse agressive prometteuse, que Harriet qualifiait de « ils ne nous ont pas élevés, ils nous ont programmés ». La tension entre grandissait alors que Hank faisait un pas en avant. Nous avons téléchargé les données et les avons envoyées dans tous les coins du système. Le syndicat va se tortiller sous la lumière pour une fois. Elle secoua la tête, avertissant que s'ils apprenaient notre existence, ils détruiraient la planète. Ils ne dirent pas grand-chose après avoir quitté la chambre en ruine, mais Hank savait dans ses os que quels que soient les secrets cachés sous ces rochers, ils n'étaient plus oubliés. Ils ne fuyaient plus seulement pour survivre, maintenant, ils avaient quelque chose pour quoi se battre. Il la regarda et vit plus qu'une combattante ou une fugitive, il vit une femme prise entre les cicatrices de son passé et l'espoir fragile de devenir quelque chose de plus. Ensuite, nous avons avancé intelligemment ensemble, en copiant les données. Les ruines étaient englouties par le désert, et Hank, pour une fois, s'abstint de tenter de combler le silence avec du sarcasme ou des questions. Harriet, en revanche, tenait le nœud de données serré dans une main. L'écran clignotait faiblement, mais il y avait une faible pulsation de vérité volée clignotant entre ses griffes. Ils marchèrent pendant des heures le long de la crête au-dessus du canyon, se frayant un chemin à travers les bords tranchants de la pierre et du métal chauffé par le soleil. Au moment où ils atteignirent un plateau bas parsemé de trous de transport rouillés, le soleil avait commencé à se coucher à nouveau, projetant une teinte ardente sur l'horizon. Hank s'essuya le visage avec le bord de son écharpe et se glissa à l'ombre d'un. Harriet, le dos douloureux et les jambes endolories, se tenait au bord de la clairière, la tête légèrement levée et le nez frémissant alors qu'elle scrutait le ciel à la recherche de tout signe de mouvement. « Ils sont plus proches » murmura-t-elle enfin, d'une voix basse, « peut-être un jour derrière nous. » Il ne lui a pas demandé comment elle le savait. Il la croyait maintenant quand elle disait qu'elle était faite pour la chasse. Mais il a aussi remarqué la façon dont ses doigts s'attardaient près de la plaie sur son flanc, peu profonde mais enflammée, probablement due à une chute dans le ravin. « Tu as aussi besoin de repos, dit-il. Je peux prendre le premier tour de garde. » Elle n'a pas argumenté, c'est juste assise à côté de lui, sa respiration plus lente que la sienne mais pas aussi régulière que d'habitude. Pour la première fois, elle avait l'air de ressentir l'effort. Ils ont mangé des barres de ration en silence, adossés à une coque encore chaude de la chaleur de la journée. Hank ne cessait de jeter des coups d'œil au nœud de données sur ses genoux, le pouls vert presque moqueur. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?